La troisième révélation, est-ce que je dis déjà, elle donne quelques indices ou pas? Parce qu'elle a commencé très, très, très jeune. Aujourd'hui, elle a 26 ans. Elle a monté sa start-up à l'âge de 15 ans. Vous imaginez? Tout est possible. Aujourd'hui, elle a 26 ans et à 20 ans, elle a rejoint le service de presse de l'Élysée. Elle est aujourd'hui journaliste, conférencière, auteure et elle s'engage auprès des jeunes entrepreneurs. Je vais vous redemander un Rock You. Plus fort. Allez les jeunes. Wouh. Je vais révéler son nom et il faudra qu'elle vienne vite. Il s'agit de Philippine Dolbeau. Philippine, tu peux te retourner. Bravo. Yes. Quelle énergie. Merci beaucoup. Waouh. Dis donc, j'espère que je vais bronzer ce soir, vu les lumières. Peau de rousse, vous connaissez? Enchantée, en tout cas, je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Alexia vraiment pour cette introduction super chouette. Philippine, on a la chance d'être dans une très belle salle ce soir pour parler d'un très très beau sujet. Alors c'est difficile de passer derrière Timothée, c'est aussi difficile, vous allez le voir, de passer juste avant la prochaine entrepreneur ou le prochain entrepreneur qui me succède. On a une petite demi-heure ensemble pour vous parler de ce que j'ai fait ces dernières années. Qui a été effectivement, comme tu l'as dit Alexia, un parcours assez atypique, qui n'a pas toujours été facile, mais qui a eu le mérite en tout cas de me porter là où je suis aujourd'hui devant vous, et c'est l'une de mes plus grandes réussites. Moi j'ai commencé ma vie professionnelle à 15 ans, j'étais alors en classe de seconde, et le jour de la rentrée au lycée, j'ai fait la rencontre d'une enseignante qui a changé ma vie, qui s'appelle Madame Lutens, Bénédicte de son prénom, qui est devenue une amie maintenant, et qui était professeure d'économie. Moi, j'habite en région parisienne, j'étais dans les Yvelines, à Chatou, et Madame Lutens était dans l'une de ses dernières années d'enseignement. Elle avait un petit peu marre d'enseigner depuis des années, toujours l'économie et les principes fondamentaux de la gestion d'une entreprise, avec des manuels, avec des élèves qui sont assis sur des chaises et derrière des tables et des bureaux. Et donc, arrivant dans l'une de ces dernières, si ce n'est la dernière année d'enseignement avant sa retraite, elle est arrivée en cours le 2 septembre 2014, et je m'en souviens encore très bien. Elle me dit « Écoutez les gars !» Ce qui était une manière assez singulière de venir en cours et de se présenter à ses élèves pour la première fois. « Écoutez les gars, je vous préviens, je suis dans l'une de mes dernières années, alors aujourd'hui, on va tout casser. Cette année, on va tout casser et on va faire les choses de manière très, très différente. Vous n'êtes pas obligés, premièrement, de venir en cours. » Ce qui est quand même assez cavalier de la part d'une enseignante, et notamment d'une enseignante d'économie. Deuxièmement, il n'y aura pas de notes. Troisièmement, pas d'appréciation. La seule chose que je vous demande, c'est premièrement de venir ici sur la scène de l'amphithéâtre du lycée le 30 juin, à la fin de la période scolaire, à la fin de l'année scolaire, pour nous présenter un projet d'entreprise fictif, et je vais vous en parler dans un instant. Et deuxièmement, c'est de travailler avec les générations du dessus, et notamment vos enseignants. Il n'y a pas que les enseignants, mais on était parmi les plus grands, évidemment, parce qu'on était au lycée, mais notamment de travailler avec les autres générations. Et moi, j'ai trouvé ça génial, parce que quelques mois avant, j'ai eu la chance que mes parents m'envoient en Angleterre. Ma mère avait été une bonne partie de sa vie, la moitié de sa vie, enseignante à Winchester, dans le sud de l'Angleterre. Et quand je suis née, elle me parlait en anglais, et toutes mes références sont en anglais. Et donc j'avais toujours aimé et souhaité découvrir un petit peu ce qu'elle avait fait dans ces années d'enseignement. Et je crois qu'elle m'a sensibilisée d'une manière ou d'une autre aussi à l'éducation à l'anglaise. Donc je leur avais demandé si je pouvais passer ne serait-ce qu'un trimestre dans l'école de filles, puisqu'elle était enseignante dans l'école de garçons de Winchester. Et donc j'ai eu la chance de passer un trimestre là-bas et de découvrir un système éducatif complètement différent de ce qu'on a en France, vous vous en doutez, avec une pédagogie centrée sur l'élève, sur la créativité, sur le sport aussi. Et ça a un peu révolutionné ma manière de voir les choses. Et quand je suis rentrée en France, je me souviens très bien, le jour de cette rentrée et quelques heures seulement avant d'avoir fait la connaissance et la rencontre de Madame Lutens, j'avais une chef d'établissement, ma chef d'établissement, qui est partie à la retraite maintenant, et qui, pareil, donnait une conférence et présentait à tous les élèves, on était 1500 élèves, ses mots de bienvenue pour la rentrée, et elle avait un écran derrière. Et je me souviens très bien de la slide, c'était marqué « Voici tout ce qui est interdit de faire ».
Bon, vous n'avez pas le droit de sortir avant 16h30, vous n'avez pas le droit d'aller à la cantine après 14h, etc., etc. Et moi, ce qui était énorme, c'est que mon premier jour de rentrée en Angleterre, évidemment, vous vous en doutez, la slide de la directrice était complètement différente, c'était l'inverse, c'était voici tout ce que vous avez le droit de faire. Et rien que ça m'a choquée dans la manière de voir l'éducation, évidemment, qui pour moi est la base de toute société. On disait, enfin, j'ai l'habitude de dire que l'éducation est effectivement la base de toute société. Si les gens ont du pain, s'ils ont de quoi manger, ils ne s'entretuent pas. Mais ce qui est important, c'est bien sûr d'être éduqué pour pouvoir grandir en tant que société. Et donc, je crois que cette rencontre avec Madame Nutens et cette pédagogie un peu à l'anglo-saxonne qu'elle mettait en place dans ses cours, contre l'avis de l'établissement lui-même et contre l'avis, évidemment, de sa direction au sein de l'éducation nationale, j'avais trouvé ça très courageux et j'avais trouvé ça super chouette. Et donc, arrive le moment où il faut trouver une idée d'entreprise fictive, parce que c'est bien ça l'objet des cours, trouver une idée d'entreprise. Je cherche, puis pendant des semaines et des semaines, les 3 premières semaines de cours, je ne trouve pas, jusqu'à un soir où, comme toute bonne ado qui se respecte, je rentre chez moi, j'allume la télé et je me mets dans le canapé. Et je tombe sur le JT de 20h de France 2, sur un reportage qui parle de l'histoire de Charles. Charles, c'est un enfant dont vous avez certainement entendu parler en 2014. On est le 6 octobre 2014. Charles a 9 ans et comme tous les jours, il se rend à l'école en bus scolaire, sauf que ce jour-là, Charles disparaît. Sa maman vient le chercher, comme tous les soirs, à 16h30. Et ce soir-là, elle ne découvre pas son fils, elle ne le trouve pas. Alors, elle déclenche un appel évidemment à la gendarmerie du coin, la police vient, les pompiers, tout le monde se met à chercher pendant des heures et des heures Charles. Il mène une enquête en posant des questions notamment à la directrice de l'accueil, notamment des enfants, à la dame de la cantine. Si, j'ai bien vu Charles ce midi. Si, j'ai bien vu Charles en classe. Même sa maîtresse, à Charles, disait si, Charles était là. Et puis à 20h, le conducteur du bus de Charles, le matin même, revient avec le même véhicule. Et en entrant dans le véhicule qu'il avait garé au terminus vers 9h, il se rend compte qu'il y avait un gosse. Charles s'était endormi le matin même, dans son véhicule, en se rendant à l'école. Et évidemment, le conducteur du bus ne s'était pas rendu compte qu'il y avait encore un enfant à l'intérieur. Et dans ce reportage sur le JT de France 2 de 20h que je découvre, la journaliste dit quelque chose de très juste. Elle dit le sujet, c'est pas tellement que le conducteur du bus ne se soit pas rendu compte de l'absence de Charles. Ce qui est grave en revanche, c'est que dans l'enquête qui a été menée par la gendarmerie et la police, tout le monde, et notamment tous les adultes, a dit qu'ils avaient vu Charles. Pourquoi ils ont dit qu'ils l'avaient vu ? Parce que en tant qu'enseignant, en tant que directeur d'établissement, en tant que personnel de cantine, on le sait, quand vous avez à gérer 1000, 1500, 2000, parfois 3000 élèves, vous ne savez plus forcément qui vous avez vu, qui vous n'avez pas vu. Mais surtout, le sujet, c'est que les enseignants de Charles, son maître et sa maîtresse, n'avaient pas fait l'appel en classe. Pourquoi n'ont-ils pas fait l'appel ? Je vous rappelle, on est en 2014, il y a plus de 12 ans maintenant. Eh bien simplement parce qu'à l'époque, on faisait l'appel sur des cahiers. Des cahiers en papier, les feuilles se déchirent. On a, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ce qu'on appelait des facteurs, moi, à l'école. Donc le facteur, c'est un élève qui est chargé d'aller chercher le cahier d'appel à droite, à gauche dans l'établissement pour justement que l'enseignant puisse faire l'appel. Sauf que ça prend du temps. Bref, en moyenne, un professeur perd par trimestre généralement 28 heures de cours, 28 heures de pédagogie, 28 heures de transmission, rien qu'à faire l'appel. Et moi, je découvre donc ce reportage et je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas perdre autant de temps, du temps d'instruction à faire l'appel. Et par ailleurs, moi, là où ça me dérangeait, c'est que j'avais une petite sœur, Charlotte à l'époque, qui avait le même âge que Charles et à qui ça aurait pu arriver. Et l'histoire de Charles, il s'en est bien sorti. Et je vous raconte le spoiler, la fin de l'histoire. Évidemment, il a été retrouvé sain et sauf, mais ça aurait pu être gravissime puisque Charles avait des problèmes cardiaques. Évidemment, il n'a pas mangé, il n'a pas bu et il n'est pas allé aux toilettes de la journée. Donc ça aurait pu être une histoire assez grave. Et donc je suis déjà chez moi dans mon canapé, mais ma mère rentre d'une réunion parents-prof et je la questionne et je lui dis, maman, comment tu fais l'appel, toi, dans ton école? Elle était dans une école anglaise à Paris. J'ai un petit pote. Et elle me dit, écoute, moi pareil, sur papier, mais je sais qu'en Angleterre, ils ont d'autres systèmes, mais en tout cas en France, c'est sur papier. Je questionne mes enseignants, etc. On me demande de travailler avec la génération du dessus, donc je vais dans la salle des profs, je leur pose la question, et je me dis, c'est quand même dingue qu'en 2014, à l'heure où on est, il y ait personne qui ait pensé à un système hyper simple, où quand on est enseignant, on ouvre son téléphone, on clique sur faire l'appel, ne serait-ce qu'une chose encore plus simple même. Au lieu de juste cliquer sur faire l'appel, vous cliquez sur les noms et prénoms. C'est la photo de mon chien, je ne sais pas si on le voit, elle est vraiment chouette. Voilà.
on voit pas, c'est pas grave. Vous ratez quelque chose d'exceptionnel. On clique sur les noms et prénoms des élèves et automatiquement tout ça est envoyé à École Directe, à Pronote et bien sûr à la vie scolaire et aux parents. Eh bien, figurez-vous qu'en 2014, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça paraît complètement has-been. Vous avez sans doute École Directe et Pronote pour gérer les présences, les notes aussi et les absences de vos enfants. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, le lendemain, je vais voir Madame Nutin et je lui dis, écoutez, Madame, voilà mon projet, voilà mon idée. On va faire quelque chose de tout simple, de très humble, mais on va développer ce projet. Et ce projet s'est appelé New School. C'était un projet scolaire, une mini-entreprise dans laquelle nous devions investir 0 € et simplement le développer avec mes camarades et avec mes enseignants pendant 1 an. On développe ça, une application qui permet de faire l'appel, et puis très rapidement, à la fin de l'année, on gagne le petit concours de présentation de projet au lycée, et puis moi, je remets mon projet dans un carton à la fin de l'année scolaire en me disant que dans quelques mois, je rentrerai en première, à passer un bac, notamment littéraire, et que donc je n'aurai plus le temps de travailler sur ce projet. Mes 2 camarades avec qui j'avais développé ce premier test d'entreprise, elles aussi passaient un bac scientifique et économique et donc estimaient qu'elles n'auraient pas le temps non plus. Et donc voilà, on rentre chacune chez soi, on dépose le projet et je pars en vacances. Et je reçois un spam. Enfin, ce que je pensais être un spam. Vous en recevez tous. Je reçois un mail d'un certain Michel, enchanté, qui me dit « Écoute Philippine, je suis ravie de faire ta connaissance. » Tout ça par mail. Moi, je ne le connais pas. À part mon grand-père qui s'appelait Michel, je ne connaissais pas de Michel. Je suis ravie de faire ta connaissance. Je suis le directeur d'Apple Europe, bien sûr. J'ai entendu parler de ton projet, bien sûr. Je travaille à Londres, si tu veux, je te reçois la semaine prochaine pour que tu nous parles justement de New School. Et il faut savoir que 2 semaines avant, je m'étais fait tirer 3500 balles sur mes comptes bancaires via un faux conseiller à la poste. Donc autant vous dire que les spams, par un spam aussi, donc autant vous dire que les spams, je faisais hyper gaffe. Et donc je check sur LinkedIn, j'en parle à mon père, il me dit ouais non ça a l'air sérieux, le mec a l'air d'exister, bon de toute façon appelle-le, donc je l'appelle et puis effectivement le mec travaillait bien chez Apple et était bien le directeur d'Apple Europe et donc je mets toutes mes dernières économies, je faisais des babysitting à l'époque et donc je mets 250 € dans un aller-retour à Londres en me disant de toute façon t'as rien à perdre, tu y vas. Et donc je présente ce projet à Michel chez Apple qui me dit écoute Philippine, ton projet nous intéresse. On n'investit pas chez Apple pour des entreprises qui d'ailleurs n'existent pas puisqu'il n'y avait pas d'existence réelle de l'entreprise, mais en revanche, on a une technologie sur laquelle on travaille qu'on aimerait te mettre à disposition pour renforcer ton projet et permettre justement de conquérir plus de parts de marché et puis pour le tester. Moi, je commence à prendre peur, je dis mais Michel, vous êtes adorable et je suis très touchée et en grande fan d'Apple et de vos produits encore plus. Malheureusement, vous parlez de conquérir encore plus de marché, pour l'instant j'ai 0 marché. Je n'ai même pas un test, j'ai juste quelques images et Photoshop qui montrent le concept, mais je n'ai absolument rien d'autre et l'entreprise n'est même pas créée, tout est fictif. Il me dit pas de problème, tu as 6 mois pour créer l'entreprise, et si dans 6 mois tu ne l'as pas fait, c'est Apple qui le développe. Je me dis, il y a peut-être un intérêt, donc je rentre chez mes parents le soir, je leur raconte, etc. Le lendemain, on avait rendez-vous chez un avocat qui se demandait comment cette gamine de 16 ans, qu'est-ce qu'elle voulait faire, il n'avait jamais vu quelqu'un de mineur en tout cas à l'époque, monter son entreprise. Et donc on démarre comme ça. Et donc je monte l'entreprise, je continue avec Apple, et figurez-vous que cette technologie sur laquelle Apple travaillait, vous la connaissez sans doute tous aujourd'hui, ça s'appelle les AirTags. J'en ai sur mon chien, justement, puisqu'elle a une petite tendance à fuguer. Ça permet de géolocaliser vos clés, votre chien, votre voiture, etc. Et à l'époque, en 2015, Apple travaillait sur cette technologie qui était confidentielle et qui avait un nom de code. Et donc, Apple m'avait fourni des petits badges connectés, que sont maintenant les AirTags, pour les donner à chacun des enfants, pour que, au lieu que l'enseignant ait à cliquer sur tous les noms et prénoms des enfants, il est juste à cliquer sur « Faire l'appel », ça détecte tous les AirTags. Là, si je faisais un appel généralisé, ça me permettrait en quelques secondes seulement d'envoyer les informations à la vie scolaire et de prévenir les parents en cas d'absence. Et donc, on travaille comme ça avec Apple. Évidemment, Apple veut médiatiser cette histoire. Moi, je n'étais pas tout à fait convaincue. Donc, je freine. Et puis, j'ai jamais entrepris à 16 ans. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je n'y connais absolument rien. Et surtout, on arrive en septembre, à la fin des vacances. Et moi, je dois quand même bosser pour mon bac. Et mes parents me mettent un peu
devant le mur en disant écoute Philippine, t'es bien mignonne et c'est très chouette ton projet, etc. Mais pour l'instant, ce qu'on voudrait, c'est que tu passes ton bac et que tu réussisses tes études. Et donc on a fait un contrat ensemble qu'on a signé, comme quoi il me laissait travailler sur mon projet et si besoin, dans le cadre de rendez-vous avec Apple, rater des cours uniquement si j'avais, je crois, minimum 14 ou 15 de moyenne. J'étais plutôt bonne élève de base, mais voilà, il voulait que j'augmente. Et figurez-vous qu'à partir de ce jour-là, j'ai terminé mon lycée à chaque trimestre en étant première de ma classe, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Donc comme quoi, je crois que ça m'a vraiment poussée à la fois la confiance que m'ont faite mes parents et puis l'envie évidemment de les rendre fiers et de remplir ma part du contrat. Le seul sujet, c'est qu'effectivement, je stresse, je me dis... Je ne suis pas hyper à l'aise avec cette idée de monter réellement l'entreprise, bien que c'était en cours. Et surtout, ce sujet de médiatisation. Moi, à l'époque, j'étais incapable, il y a encore 10 ans, de monter sur une scène comme celle-ci. Je faisais des plaques, je vomissais. Enfin, je crois que je ne serais même pas venue et je n'aurais même pas pris le train aujourd'hui pour venir. Tous les enseignants sur mes bulletins scolaires me disaient que j'étais maladivement timide. Maintenant, je passe ma vie comme toi sur les plateaux télé. Donc, comme quoi, tout peut arriver. Et malgré tout, c'était vraiment difficile pour moi. Et donc, je freine. Et je vais voir Apple. Je dis, écoutez les gars, vous pouvez développer le projet avec plaisir, mais moi, je m'arrête là. Voilà, je vous fais confiance pour le développer. Et sauf que 2 mois plus tard, on arrive le 13 novembre 2015. 13 novembre 2015, c'est les attentats de Paris, dont on a célébré et commémoré les 10 ans il y a quelques jours. Attentats du Bataclan, entre autres, de Saint-Denis aussi, et puis de Paris. Et en fait, à ce moment-là, évidemment, c'est un choc. Moi, j'avais beaucoup de proches, et notamment des copains qui étaient au Stade de France au match de foot à ce moment-là. Donc, évidemment, ça crée un stress. Mais au-delà du stress, mon établissement scolaire était situé entre 4 établissements religieux de confessions différentes. Et on a spécifiquement, pour ces raisons-là, même si je sais que ça paraît dingue, mais aussi des menaces à caractère terroriste dans les jours qui ont suivi les attentats de Paris. Et ma chef d'établissement m'appelle un soir en rentrant des cours en me disant « Écoute Philippine, je sais que tu as développé ce projet-là avec Madame Nutens. J'ai cru entendre que tu développais l'entreprise de manière réelle et que tu avais un partenaire très sérieux. Mon sujet, c'est plus tellement aujourd'hui de gérer les présences et les absences et les retards des enfants à l'école, mais plus de renforcer leur sécurité. Demain, s'il y a un mec qui vient avec une calage dans une école, je suis absolument incapable de dire aux autorités locales, de dire à la gendarmerie ou à la police qui est là, qui n'est pas là. Ce qui paraissait complètement dingue, mais effectivement à l'époque, il n'y avait jamais eu, à part Mohamed Merah en 2006 je crois, d'attentat dans une école. Il se trouve qu'ensuite, elle avait vu plutôt juste, puisque nous avons eu notamment Samuel Paty et Dominique Bernard, entre autres. Et donc les écoles, on est rentré dans une nouvelle ère en 2015, où les écoles sont devenues des cibles, et où les enfants aussi, et les enseignants sont devenus des cibles. Et donc elle me dit, switch ton projet, si tu adaptes ton système pour nous rendre service, alors je l'achète. Et donc, c'était quand même génial, parce que j'avais juste une petite adaptation à faire, et notamment accompagnée d'Apple, et j'avais déjà trouvé mon premier client qui était prêt à payer, puisque la sécurité n'a pas de prix. Et donc, c'est comme ça que le projet renaît, avec un angle complètement différent, un pivot complètement différent. Et bien là, tout de suite, effectivement, les écoles du coin apprennent cela, souhaitent tester. Donc, on fait un premier test sur une classe, puis 2 classes, puis 3 classes, puis un établissement entier. D'abord mon établissement, puis les établissements du coin. Et moi, j'ai un sujet parce que Apple revient sur le tapis avec moi sur ce sujet de médiatisation. Ils me disent, mais c'est un enjeu de sécurité nationale. Ton système marche aujourd'hui et tous les tests le prouvent. Maintenant, il faut le médiatiser pour que tu aies évidemment de plus en plus de clients. C'est important l'argent pour créer son entreprise et la développer, mais surtout pour que si jamais il y a un sujet dans une école, qu'on puisse le gérer et qu'on puisse surtout le prévenir et le guérir si besoin. Et à l'époque, j'étais donc encore timide et j'avais beaucoup de mal à être médiatisée, ou du moins à parler dans les médias et à faire la promotion de jouer sur la peur, vous voyez, d'une potentialité, d'une éventualité que quelque chose se passe un jour dans les écoles. J'étais très mal à l'aise avec ça. Et donc j'écris à BFM Business, une maison qu'on connaît toutes les deux et pour laquelle je travaille aujourd'hui. Je vais sur le site de BFM Business fin 2015. Je vais sur le site de BFM TV, par exemple, qui fait partie du même groupe. Et donc sur le site de BFM, vous aviez à l'époque une partie journaliste avec tous les contacts des journalistes du groupe BFM, du groupe Altis à l'époque.
Et moi, je regardais BFM de temps en temps, mais je ne connaissais pas les journalistes. Et je ne connaissais encore moins le fait que BFM avait une chaîne économique qui s'appelait BFM Business. Bon, et donc, mon objectif, c'était d'écrire à un journaliste pour lui poser la question, en lui disant, est-ce que vous pensez que je devrais être médiatisée pour ce sujet-là? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qu'il faut porter dans les médias? Est-ce que vous pouvez me coacher aussi, si besoin? Parce que moi, derrière, j'ai Apple qui me dit qu'il faut que je sois médiatisée, mais moi, j'en ai horreur et je n'aime pas prendre la parole en public et c'est pas du tout un truc sur lequel je suis à l'aise. Et par ailleurs, j'ai besoin d'un avis critique parce que là, je suis dans une période de ma vie où je remets aussi en doute le fait de continuer ce bébé, ce projet, parce que jouer sur la peur des gens, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Donc, mon objectif, c'était de contacter un journaliste qui, à la base, à mon sens, a un esprit critique et la personne la mieux placée pour m'apporter ce regard-là. Et donc, d'où le contact sur BFM Business. Je vais sur le site de BFM, il y a 200, 230 journalistes, je ne les connais pas tous, il y a juste leur nom. Donc je clique sur un au hasard, il avait un nom sympa, je me dis, bon, bah, lui il doit avoir une bonne tête. J'écris 2 lignes. Bonjour, je m'appelle Philippine, j'ai 16 ans, voilà le petit projet que je développe, voilà les questions que j'aimerais vous poser et les questions que je me pose moi. Si un jour vous avez 5 minutes dans votre vie pour me répondre, autour d'un café, j'en serais absolument ravie. Voici mon numéro, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. On est le soir du 25 décembre 2015, quand j'envoie ce... J'avais rien à faire le soir de Noël. Et donc, j'envoie ce message-là. Et le 3 janvier, quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil d'un certain Stéphane Soumier. Les plus, j'allais dire âgés, mais je vais m'en prendre une, d'entre vous connaissent peut-être Stéphane Soumier, puisque Stéphane était à l'époque, à ce moment-là, le rédacteur en chef de BFM Business et le présentateur de la plus grande matinale économique de France, Good Morning Business. Je ne savais pas que je lui avais écrit. Vraisemblablement, c'est à lui que j'ai adressé mon message. Et donc, il m'appelle le 3 janvier en disant « Salut Philippine, trop sympa ton message, super, super. Tu veux un avis critique? Pas de problème. Tu es là le 7 janvier à 7h20 du matin et la France te donnera son avis critique puisque je t'invite dans ma matinale. » Putain, et moi, je me décompose. Je dis « Mais les gars, c'est pas du tout ce que j'avais souhaité. Pas du tout. Mais je suis très, très mal à l'aise. Je fais un malaise au téléphone. Stéphane me rappelle, il chope le numéro de ma mère, etc. » Bref, l'enfer. Et... Pardon, oui, il y a juste un retour. Et donc, je stresse et je me retrouve, parce que j'y suis contrainte, et forcée par mes parents qui me disent que c'est une super opportunité, par Apple aussi. Et donc, je me retrouve le 7 janvier 2016 sur le plateau de BFM Business où j'ai 4 minutes 30 d'interview. Ça se passe plutôt bien, je l'avais bossé, Stéphane m'avait rassuré, etc. Sauf que je fais une connerie. Connerie qui lancera ma carrière. Tu l'avais ratée, celle-là, hein? Ouais. Je fais une grosse connerie. Sous le stress, je dis que New School, ma solution, ma boîte, permet de lutter contre l'absentéisme. Au lieu de dire que New School permet de gérer les absences et les présences. Et quand une gamine de 16 ans, qui habite à l'époque près de Versailles, qui est une femme, et qui débarque sur un plateau en disant qu'elle va en gros, c'est le message quand vous parlez de lutter contre l'absentéisme, c'est en gros dénoncer ses potes qui sèchent les cours. Énorme connerie. Mais moi, je m'en rends pas compte, parce que moi, le seul truc que je voulais, c'était terminer l'interview. C'est fait, je suis contente, j'éteins mon portable, je voulais pas aller en cours, ma mère, elle me rechoppe, elle me fout dans la bagnole, elle m'a dit « Si, tu vas en cours, c'est fini les conneries ». J'éteins mon portable, et le soir à 17h, je sors, je rallume mon portable, et là, je vois 200 appels manqués. Je me dis « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'avais même pas 200 personnes dans mon répertoire, donc je ne sais pas comment ils avaient chopé mon numéro. Et sur le chemin du retour de l'école, j'écoute le dernier message qui m'avait été laissé. Stéphane Soumier. Salut Philippine, j'espère que tu vas bien. Super l'interview de ce matin. Bon, on s'est concerté avec la rédaction. On voulait t'offrir un accompagnement de 10 séances chez le psy. Moi, à l'époque, j'avais jamais vu un psy. Je crois que je savais même pas ce que c'était. Et donc, je le rappelle tout de suite. Je lui dis, c'est quoi ces conneries? Et il me dit, ah bah toi, t'as pas les réseaux sociaux. À l'époque, j'avais Instagram où je postais quelques photos de mon chien, vous l'aurez compris, mais rien de plus. J'avais pas Twitter, j'avais pas Facebook, rien du tout, pas encore LinkedIn. Et donc, il me dit, mais tu es en top tweet. Je dis, qu'est-ce que c'est top tweet? Bah, t'es une trend. Qu'est-ce que c'est qu'une trend? Donc, il m'explique un peu la vie à ce moment-là, et il me dit, je pense que tu as fait une petite erreur des sémantiques ce matin. Il n'y a pas mort d'homme, mais ça fait à peu près 10 heures qu'on a tourné l'interview. Il était 17h, on avait tourné à 7h du matin. Et en moins de 10 heures, ton interview est devenue la vidéo la plus visionnée de tout le groupe BFM
depuis la création du groupe. Je dis putain. Moi, j'étais trop contente parce que j'avais jamais gagné de prix. J'étais une brêle en sport, donc j'étais trop contente de raconter à mes parents que la vidéo avait marché, quoi. Mais dis non, mais tu te rends pas compte, ça fait des millions de vues et tu t'en prends plein la gueule sur les réseaux sociaux. Effectivement, je regarde, je finis limite en dépression. Je vais chez la psy, ça m'a fait le plus grand bien. Et mon histoire commence sur ce bad buzz. Et donc, il y avait, mais je vous dis, c'était un truc complètement dingue. À la sortie de l'école, il y avait BFM TV, pour le coup, avec les camions BFM TV, les camions Canal+, etc., qui m'attendaient. Donc ma mère m'avait acheté un super sweat, pas aussi beau que celui-là, mais c'est la première fois que j'ai mis mon sweat à capuche avec des lunettes, etc., pour me cacher, parce que j'avais plus aucune envie de voir un seul journaliste de ma vie, ce qui est quand même un comble, parce que je le suis aujourd'hui. Et ma vie commence sur un bad buzz. Et après, petit à petit, je me dis, mais c'est quand même con, parce que tu as la chance d'avoir des journalistes qui t'appellent tous les jours, avec une exposition médiatique qu'on n'est pas censé avoir à ton âge, et malgré tout, tu as des messages à porter, tu as une certaine vision de l'éducation, même si tu ne sais absolument rien, parce que tu n'en as pas fait tes études, mais tu as des choses à porter sur l'entrepreneuriat dans lequel tu démarres, sur la jeunesse, etc. Et donc, j'ai réussi rapidement à changer de braquet et à continuer l'aventure et à renverser de manière positive. J'ai développé l'entreprise. On a eu jusqu'à une 60aine d'écoles. J'avais des partenaires. J'avais mes 2 parents aussi en tant qu'associés, puisqu'en tant que mineur, en France, vous ne pouvez pas, à moins de vous émanciper, développer votre entreprise sans avoir vos 2 représentants légaux dans l'entreprise. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Et donc, ça a été une belle aventure familiale. Jusqu'en 2020, j'ai décidé de revendre l'entreprise pour différentes raisons, mais notamment pour des raisons financières. Quand on est une femme, à l'époque j'étais mineure, j'avais pas encore de diplôme, c'était très difficile de lever des fonds. Et à chaque fois que j'essayais de lever des fonds, que j'allais voir des entreprises pour un prêt d'honneur ou des banques pour un prêt, à chaque fois je me souviens, je décris cette scène dans mon livre où j'arrive avec une immense table face à moi, avec que des hommes de plus de 50 ans. J'ai rien contre les hommes de plus de 50 ans, bien au contraire. Mais le fait est que c'était un peu impressionnant pour moi qui avait entre 15 et 18 ans et que la seule femme qui était là, vous vous en doutez, était l'assistante du boss. Et donc, tout de suite, ça porte un regard assez particulier sur les femmes dans l'entrepreneuriat. À l'époque, on n'était vraiment pas beaucoup, encore moins mineures. Je pense que j'étais la première. Et par ailleurs, on avait un autre sujet qui était que moi, quand on me proposait des prêts, c'était complètement dingue. Et d'ailleurs, je les ai refusés pour cette raison-là. C'est pour ça que j'ai souhaité vendre l'entreprise, ou du moins que j'y étais contrainte, parce qu'on me proposait des prêts pour ma communication. À l'époque, j'étais tellement médiatisée qu'on me disait si on a besoin, nous, en tant qu'entreprise ou en tant que banque, de dire et de communiquer sur le fait qu'on soutient la plus jeune entrepreneur de France et qu'on soutient notamment des femmes qui entreprennent. Donc voilà, j'ai décidé de passer à autre chose. Je me suis retrouvée complètement par hasard, là aussi, parce que j'ai cru vraiment être un spam à l'Élysée, où je suis devenue attachée de presse et président de la République en plein Covid, juste après l'attentat de Samuel Paty et juste avant l'élection de Joe Biden en 2020, à quelques jours seulement de l'annonce du 2e confinement. C'était super comme période, vraiment c'était super chouette, en charge des relations notamment avec les écoles et avec la jeunesse et l'entrepreneuriat. Je suis partie notamment ensuite, ils m'ont confié une mission au G20 des entrepreneurs. Vous avez le G20 politique chaque année, mais moins connu et tout aussi important, vous avez le G20 des entrepreneurs, une délégation d'une 30aine d'entrepreneurs qui accompagne le président de la République en amont de son déplacement sur le pays du G20. Et donc j'ai été nommée Sherpa. Chaque année, vous avez un Sherpa femme, un Sherpa homme, et j'ai accepté le job à la seule et unique condition qu'on puisse créer pour la première fois depuis la création du G20 une délégation paritaire femmes-hommes. On était en 2021, mais ça n'avait jamais été le cas jusque-là. Et l'entrepreneuriat français, vous en avez très bien parlé en introduction, ça n'est pas que des Carrefour, des LVMH pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais c'est aussi des gens qui font 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est aussi des gens qui bossent dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé, etc. Et donc, je suis assez fière parce qu'on a réussi depuis à créer des délégations assez représentatives. Et puis par ailleurs, après... Moi, je trouve que c'est très bien. On peut l'applaudir, s'il vous plaît ? C'est sympa. Je veux pas tu as 1 minute 30 pour finir. Je suis obligée d'applaudir, s'il vous plaît, vraiment. C'est hyper touchant. C'est vrai qu'il y a de très grandes boîtes en France, mais merci de donner de la lumière aux toutes petites entreprises. On essaye. Pour moi, ça me paraissait la base. Je te laisse finir et merci pour cette mise en lumière. C'est sympa.
Et par ailleurs, à la suite du G20, je suis tombée de l'autre côté de la caméra, du côté du journalisme, un métier qu'on exerce tous les deux avec beaucoup de passion. C'est un métier sur lequel, évidemment, et pour lequel je n'étais, vous l'aurez compris, pas faite. J'aime pas être sur le devant de la scène, et pour autant, je fais ça tous les jours maintenant, mais je le fais parce que j'ai l'immense chance de mettre en avant tous les jours des gens qui font des choses, des gens qui agissent pour leur territoire, pour leurs proches, pour la France aussi. Je suis partie faire mes études entre tout ça à Londres parce que j'en avais marre, parce que les regards français, justement, je ne suis pas Beyoncé, hein, mais on me reconnaissait quand même dans la rue et c'était un regard qui était difficile à porter. Et j'avais envie d'avoir une vraie vie étudiante et de quitter un peu la France contre qui j'étais en colère. Et à chaque fois que je revenais en France, j'étais contente de revenir. Et à chaque fois que je revenais en Angleterre, la France me manquait. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir depuis créé un certain nombre d'autres entreprises en France. Je verse 75% de ce que je gagne aux impôts. Ça me fait chier. À tous, je pense. À tous. Mais c'est effectivement un formidable pays. Je suis absolument ravie de voir aussi sur les plateaux, comme ici, comme d'autres événements qu'on a la chance toutes les deux d'animer ou de participer en tant que conférencier comme ce soir, une vitalité entrepreneuriale et envie de changer les choses. La jeunesse est le premier moteur de tout ça. Donc bravo à vous les gars. Je vous vois pas, mais bravo. Soyez les bienvenus et bravo et merci d'être là. Surtout merci pour cet événement. Bravo. Merci Philippine. Merci. La star. Non, c'est toi la star. Merci. Oui, effectivement, Bonne soirée.